RGPD, blockchain, machine learning, réseau de neurones. Nous allons manier ce soir des expressions et concepts nouveaux, complexes, dont nous percevons pourtant qu'ils sont désormais essentiels dans nos vies. Pas besoin d'aller bien loin pour toucher du doigt le fait que nous sommes entrés dans un nouveau monde que nous n'aurions pas imaginé il y a 10 ans. Je n'ai fait que noter les thèmes abordés ce matin lors du journal radio que j'ai écouté. Des gilets jaunes qui retransmettent en Facebook Live les manifestations auxquelles ils participent par défiance envers les médias classiques. Les déconvenus de l'équipementier télécom Huawei, suspecté d'être un cheval de Troie de l'espionnage chinois. L'assassinat du maire de Gdansk par un homme qui a notamment nourri sa haine sur les réseaux sociaux. Le vote en ce moment même du Parlement britannique sur l'accord de Brexit, un débat dans lequel les fake news se sont multipliés. Ou encore, une nouvelle positive, et ça arrive, le maître du fantastique Stephen King, qui a sauvé la rubrique littéraire d'un journal du Maine, où il réside, grâce à Twitter. Comment reprendre confiance dans l'ère du numérique? C'est le thème de ce soir. Notre débat sera retransmis le 12 février à 21h sur les ondes de RCF. Nous en saluons ses auditeurs. Nous avons la chance d'avoir 3 intervenants qui vont nous permettre d'y voir un peu clair. Béatrice Castin-Longueville, vous êtes depuis un an directrice générale de l'APM, l'association Progrès du Management, créée il y a 30 ans, qui est réunie dans 400 clubs, 8000 dirigeants ou cadres dirigeants d'entreprises francophones dans 34 pays. Après le SCP, vous avez fait carrière dans différents cabinets conseils, dont finalement le vôtre, avant de rejoindre l'APM, où la confiance entre pairs joue un rôle primordial. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Philippe Février, vous dirigez Veltis, une structure de conseil qui aide depuis 2015 les entreprises à exploiter au mieux leurs données afin d'améliorer leur performance opérationnelle. Elle réalise 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une trentaine de salariés, des polytechniciens NSAE comme vous, qui sont donc à la fois statisticiens et économistes. Auparavant, vous avez fait durant 20 ans de la recherche en économie et statistique, notamment au CREST, le centre de recherche en économie et statistique. On n'en sort pas. Pour vous, l'un des gros problèmes est le déficit d'éducation en la matière. Vous aurez l'occasion de nous éduquer. Frédéric Oudéa, vous êtes directeur général de Société Générale depuis 2008, après l'affaire Kerviel, et notamment président de la Fédération bancaire européenne depuis 2015. Vous avez aussi fait Polytechnique, mais vous avez opté pour une carrière moins scientifique que Philippe Février, puisque vous avez enchaîné l'ENA, l'inspection des finances, le cabinet Nicolas Sarkozy à Bercy. À vos yeux, je vous cite, la transformation numérique n'est pas seulement industrielle et technologique, elle est aussi et peut-être surtout culturelle. Vous voulez faire passer pourtant un message optimiste. Depuis 2 mois, Société Générale et nouvelle signature, c'est vous l'avenir, un message de confiance. Je commencerai par vous, Frédéric Oudéa. Comment garder ou reprendre confiance à l'ère du numérique? Bien, bonsoir à toutes et tous. J'espère que le micro marche. C'est un plaisir d'être là avec vous, d'échanger sur ces sujets. Je comprends que l'objet de ces quelques minutes, c'est peut-être de lancer quelques sujets et puis au fond d'entrer après dans une séance de questions-réponses, tant les sujets sont importants. Alors, je vais vous dire d'abord, effectivement, confiance et numérique, c'est probablement 2 des mots que j'utilise le plus. Confiance parce que pour une banque, la confiance est essentielle. Et la confiance de beaucoup de gens. Vous, nos clients, je l'espère en tout cas, qui vous laissez chaque jour votre argent, vous espérez le retrouver le lendemain. La confiance de nos salariés. Et je vais revenir face aux transformations, notamment du numérique. La confiance de nos actionnaires qui ont investi, ont acheté des actions de banque, de la Société Générale et entendent bien entendu qu'elles se valorisent. La confiance des régulateurs qui sont des gens qui nous surveillent de très 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 près, qui sont des espèces de gendarmes qui viennent qui envoient des gens nous contrôler. La confiance, je dirais plus généralement, de tout ce qu'on appelle ces parties prenantes dans ce monde. Et c'est vrai dans un monde où on vit dans une situation paradoxale, on en parlait avant de vous rejoindre, où effectivement nous sommes à 2 heures peut-être d'un vote sur le Brexit, où on est dans un monde où paradoxalement
les hommes politiques, les institutions qui devraient être capables de stabiliser, de donner de la visibilité, finalement, d'une certaine manière, créent l'incertitude, en tout cas, ou sont souvent à la source d'énormes incertitudes. Donc la confiance est essentielle. Et dans notre plan stratégique qu'on a présenté il y a 18 mois, sachez que justement l'enjeu pour nous à 10 ans, c'est de dire nous voulons rester votre partenaire de confiance. Et effectivement, vous l'avez souligné, nous venons de relancer une nouvelle plateforme de marque qui, dans ce monde d'incertitude, se veut résolument positive. C'est vous l'avenir. C'est vous l'avenir, c'est dire c'est vous, nos clients, que vous soyez particuliers, entrepreneurs, qui allez façonner le monde par vos projets. Et c'est à vous aussi de vous saisir des opportunités de ce monde. Puis alors le digital. Et c'est vrai que le digital, vous l'avez souligné, c'est pour moi l'enjeu numéro 1 pour une banque. Alors on n'est pas le seul secteur qui est profondément transformé par le digital, mais nous sommes un des secteurs probablement le plus transformé. Pourquoi ? Notamment parce que nous ne fabriquons pas des voitures, nous ne fabriquons pas des yaourts, nous signons avec vous, nous entretenons une relation long terme avec vous à travers des contrats de prêt, des contrats sur le fait que vous avez un compte courant, une carte bancaire, des assurances. Et ces contrats, finalement, sont avant tout matérialisés par des données qui circulent dans des chaînes, des processus, et qui finalement aboutissent à des comptes qui vous permettent d'avoir un seul créditeur, et puis nous, banques, d'avoir nos propres comptes. Donc vous imaginez bien que ces entreprises qui sont des gestionnaires de données à la fin des fins, et qui par ailleurs dépensent beaucoup en informatique. Le budget de la Société Générale, alors je ne sais pas si c'est des montants qui vous diront quelque chose, mais c'est proche de 4 milliards d'euros de dépenses par an. C'est considérable. Nous sommes une entreprise technologique au sens où nous ne sommes que des hommes et des femmes au service de clients, et comme usine de production, ce sont nos systèmes d'information qui véhiculent les données et s'assurent qu'elles soient fiables. Et donc vous imaginez à quel point les choses sont en train d'être bouleversées. Alors, quelques mots, vous avez cité quelques technologies. Bon, c'est vrai que c'est une révolution technologique, d'abord, et je pourrais répondre à vos questions. Il y a beaucoup de mots avec des concepts qui sont, je trouve, un peu parfois galvaudés. Et un des enjeux, et c'est d'une certaine manière un enjeu de confiance, c'est déjà probablement de comprendre ce dont on parle et de ne pas avoir peur des mots qu'on utilise. Et là-dessus, on pourra y revenir. Et moi-même, je peux vous dire que moi-même, dirigeant de cette entreprise qui se transforme, je me suis depuis 2-3 ans profondément plongé dans cette nouvelle technologie comme un jeune, on va dire, en alternance pour apprendre. Je passe beaucoup de temps aujourd'hui avec des jeunes ingénieurs pour faire du coding, pour regarder concrètement des cas d'utilisation de ces données, de ces technologies. Nous avons lancé un projet aussi de start-up interne où on a proposé à nos salariés de lancer leur propre start-up. Et j'ai demandé qu'on en sélectionne 60, que les 60 membres du comité de direction soient tous sponsors d'une start-up pour comprendre ce que c'est que créer une start-up. Et moi-même, je sponsorise une start-up. C'est-à-dire que je me place en situation non pas d'entrepreneur, mais d'accompagnement d'entrepreneurs et au fond d'investisseurs en quelque sorte potentiels, même si c'est virtuel. Donc d'abord comprendre ces technologies. Puis ensuite, c'est bien sûr comprendre ce que ça signifie et au fond, c'est une révolution aussi culturelle, effectivement, parce que tous nos processus de production, entre guillemets, sont profondément changés. Nos façons de faire, nos métiers, nos fonctions. Et moi, j'ai accompagné cette transformation avec des enjeux, là aussi, de confiance majeurs dans plein de dimensions. D'abord, que vous ayez confiance dans la future relation qu'on va vous proposer. Certainement, vous vous demandez, mais est-ce que je vais avoir, si je le souhaite, accès à mon banquier, mon conseiller? Ou est-ce que finalement, tout ça va être remplacé par des machines? Et ça peut peut-être vous faire peur. Est-ce que mes données, ça c'est une chose fondamentale, on en reparlera, est-ce que mes données sont protégées? Est-ce que vous savez où va partir des données qui peuvent être du ressort de la vie privée? Peut-être plus important encore, est-ce que mon argent va être protégé par rapport à toutes ces fraudes dont on entend parler et en fait, effectivement, les questions de cybersécurité. Bref, on voit bien qu'il y a tout un champ qui concerne vous en tant qu'utilisateur et en contact avec la banque. Mais vous comprenez que pour nos salariés,
l'enjeu, c'est est-ce que demain, j'ai encore un métier au fond, une fonction? Est-ce que je saurais m'adapter face à effectivement, probablement, un monde d'une banque où il y aura moins de monde sur le terrain, plus d'utilisation de canaux numériques, puisque je serais intéressé de faire un sondage dans cette salle, ce serait intéressant de savoir si vous allez aujourd'hui beaucoup en agence. En tout cas, est-ce que vous allez autant en agence qu'il y a 10 ans? Probablement non, puisqu'on vous permet... D'abord, vos usages ont changé. Probablement que vous utilisez des DAB pour retirer de l'argent liquide, voire même pour en déposer, alors qu'avant, vous alliez à l'agence. Peut-être que vous utilisez un peu moins de chèques. En tout cas, vous avez des applications, et je fais un peu de pub, je vous signale que l'application Société Générale est probablement la meilleure du marché, très simple, qui vous permettent de faire des virements. Vous pouvez faire des virements très simplement à vos enfants, vos parents, qui que ce soit, très facilement. Vous n'avez pas besoin de passer en agence. Bref, on voit le développement d'une utilisation croissante. Et face à ça, nous avons, encore une fois, à adapter nos réseaux, parce qu'on ne va pas garder des gens dans nos agences qui ne verraient plus de clients. Et vous voyez bien toute la question de la confiance de nos salariés dans leur capacité à s'adapter, sachant que nous pensons que 3/4 de nos salariés dans les réseaux France, par exemple, vont profondément changer de métier. Donc c'est aussi vis-à-vis de nos salariés. C'est aussi vis-à-vis de nos régulateurs, parce que les régulateurs sont confrontés à des nouveaux risques. Ce n'est pas peut-être le risque de crédit, c'est-à-dire perdre de l'argent si on vous prête de l'argent, et je sais que vous allez rembourser, vous, mais d'autres, on ne sait jamais. Mais par exemple, justement, ce risque de cybersécurité, comment fait-on face à des attaques? Et bien entendu, les régulateurs veulent que le système continue à fonctionner 24 heures sur 24 en permanence. Vis-à-vis, y compris aussi, bien sûr, de nos actionnaires qui eux-mêmes veulent comprendre, au fond, quel est le futur business model que l'on est en train d'établir. Donc, vous voyez à quel point ces technologies, qui sont une révolution technologique, sont aussi, par les modifications profondes de nos manières de faire, des révolutions culturelles, et soulèvent plein de questions. Alors, elles soulèvent plein de questions, et j'en terminerai là, bien entendu, dans l'usage bancaire, et puis qui peut être dans d'autres domaines. Puis ensuite, on peut aller dans des champs qui touchent la vie, la mort. Est-ce qu'on va être remplacé par des robots? Enfin, il y a en plus des perspectives à 30 ans d'un certain nombre de promoteurs de ces technologies qui posent des questions éthiques extraordinairement complexes, profondes, et qui vont exiger certainement des efforts de régulation qui ne font que commencer. Merci beaucoup. Philippe Février, vous avez, si j'ose dire, tous les jours les mains dans le cambouis des données. Comment voyez-vous les choses? Comment articuler numérique et confiance? Alors, bonjour à tous déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi de discuter de ce sujet passionnant. Effectivement, donc moi j'ai les mains dans le cambouis tous les jours, comme vous dites. Moi je fais des modèles, donc j'utilise des données pour répondre finalement à des questions opérationnelles des entreprises en développant les bons modèles, les bons algorithmes. Et donc quand j'ai préparé un peu mon intervention, discutant en fait avec différentes personnes sur cette question de la confiance, alors que j'ai pas forcément toujours dans mon travail au jour le jour, mais qui est une question qui est quand même fondamentale pour moi, et puis aussi pour finalement qu'est-ce qu'on est en train de développer, dans quel monde on est en train de se préparer à vivre, demain. En complément finalement de ce que Frédéric Oudéa a dit sur les questions de cybersécurité, de protection des données, des fake news qu'il faut être capable de contrôler. En fait, de manière plus générale, moi ce qui me frappe, c'est le décalage entre les enjeux du numérique. Alors quand on parle numérique, on peut parler de data, on peut parler d'algorithmes qui sont en fait en train de transformer l'économie et la société de manière très profonde, et donc pose plein de questions en fait auxquelles aujourd'hui on n'a pas encore les réponses. Et quand on regarde aujourd'hui la maturité finalement des gens, ce qu'ils en connaissent, ce qu'ils en comprennent quand on discute avec eux, voilà, si je vous dis blockchain, big data, IoT, voilà, machine learning, deep learning, réseaux neuronaux, tout ça c'est des mots que les gens entendent. Les gens se disent « Ah, bah oui, c'est super, ah, ça transforme l'économie », mais derrière, peu de gens sont capables en fait, de faire le lien entre les systèmes et comprendre réellement de quoi on parle. Alors, c'est peut-être mon côté prof et fils de prof, où je pense que l'éducation, c'est important, et la responsabilité des gens, c'est important, mais je pense qu'on a un vrai besoin d'éducation et faire en sorte que les gens comprennent mieux finalement de quoi on est en train de parler. Et je pense qu'aujourd'hui, le débat d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut redonner confiance. Donc ça laisse supposer qu'on a déjà perdu confiance dans le numérique, dans les data. Et je pense qu'en fait, il y a une crainte ici. Et que cette crainte, elle vient tout simplement du fait que les gens ne comprennent pas forcément de quoi on parle, et qu'on a un vrai aspect éducatif de prendre les sujets, pas avoir peur de ces sujets-là, les poser sur la table, et puis regarder comment est-ce qu'on les aborde et comment est-ce qu'on y répond. Alors,
je vais structurer mon intervention en 3 morceaux. Un, déjà vous donner quand même un aspect positif. Moi, je crois beaucoup aux aspects positifs quand même liés aux données, et aux algorithmes et au numérique en général. Donc déjà, voilà, vous montrer dans 3 exemples que sont l'éducation, la santé et puis la voiture autonome, finalement, en quoi on a des aspects très positifs liés à ces révolutions, les questions derrière que ça pose, et puis pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en fait, on a un déficit de connaissances au niveau des particuliers, des entreprises, et de manière plus générale de la société. Donc si je prends le premier exemple sur finalement comment est-ce qu'on est en train de révolutionner l'éducation, aujourd'hui, si vous voulez, en sortant de cette intervention-là, de ce thème, vous avez envie de vous former au Big Data, ben c'est facile. Vous allez sur Internet et puis vous avez accès à tous les cours de Stanford, du MIT, l'école polytechnique, et rien ne vous empêche, d'accord, de vous former tout seul avec les cours qui sont en ligne. Et on a un accès aujourd'hui à la culture, à l'éducation, d'accord, qui est sans précédent et qui est une révolution positive grâce au numérique, d'accord. On a une démocratisation finalement de l'éducation qui est en train de se passer, qui touche le monde entier, d'accord. Et à nouveau, hein, vous avez envie de suivre un cours n'importe où dans le monde, et vous pouvez vous retrouver n'importe où dans le monde. Vous avez une connexion Wi-Fi. Ben, je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, vous avez la possibilité de le faire, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Si on prend l'exemple de la santé, dans la santé, c'est pareil. On a des révolutions aujourd'hui qui sont extrêmement positives. On a, depuis longtemps, quelques années déjà, fait le séquençage génomique. Aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites pour savoir comment est-ce qu'on est capable d'utiliser tous ces algorithmes pour être capable de traiter des maladies rares, par exemple, sur lesquelles c'est difficile de faire de la recherche. Les données vont nous aider à faire tous ces sujets-là, à traiter ces sujets-là et à trouver des solutions. Même chose sur tout ce qui est reconnaissance d'images. Les reconnaissances d'images, aujourd'hui, on a plein de recherches pour savoir comment est-ce qu'on va être capable de mieux détecter les cancers, par exemple, mieux gérer des radiologies avec des coûts moindres, de manière beaucoup plus efficace. Et là encore, partout dans le monde, vous pouvez avoir finalement, si vous n'avez pas un expert sur place, ben vous pouvez avoir une radio ou une analyse, par exemple, sur une biopsie, et puis l'envoyer n'importe où dans le monde pour que l'expert la regarde et puis vous aide à finalement mieux vous traiter. Donc ça, c'est des exemples très clairs, très positifs, qui sont liés en fait à ces technologies et aux données. Même chose sur la voiture autonome. La voiture autonome, aujourd'hui, on sait que les accidents, par exemple, de la route, elles sont liées, les 2 facteurs principaux, c'est le fait que les gens s'endorment au volant parce qu'ils sont fatigués, ils ont fait des longs trajets, ils s'endorment au volant, ou alors, typiquement, l'alcoolémie. Vous avez un peu bu avant de prendre la route, et puis finalement vous avez un accident. Là aussi, la voiture autonome va en fait régler ces problèmes-là. L'ordinateur, il boit pas, l'ordinateur, il dort pas, d'accord. Et donc demain, en fait, on sait très bien que a priori l'accidentologie et la sécurité routière va être améliorée grâce à ces questions-là. Et je pourrais multiplier ces exemples à l'envi, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quel secteur de l'économie. D'accord. Et si on reprend l'exemple de la banque que Frédéric Oudéa citait, voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire un virement, d'accord, c'est beaucoup moins coûteux, beaucoup plus efficace, et vous pouvez décliner ça dans tous les secteurs de l'économie. Et donc, on a ces révolutions qui arrivent, qui transforment complètement les façons de faire, et au regard de ça, ça pose plein de questions. Donc, la première question, c'est le marché du travail. Les gens se disent, mais finalement, est-ce que je vais être remplacé par un robot ? C'est quoi demain le nombre de personnes, entre guillemets, qui vont rester en emploi? Si finalement les robots sont meilleurs que l'homme dans tous les domaines, qu'est-ce qui va nous rester? Et ça, c'est un facteur qui est anxiogène, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas forcément complètement les réponses. On sait qu'on aura des créations d'emplois sur ces thématiques-là, mais on sait aussi qu'on aura des destructions, et peut-être pour la première fois, les destructions, elles touchent toutes les classes de la population. Aujourd'hui, on sait que les médecins, par exemple, seront touchés par l'intelligence artificielle. Vous avez chez Ophthalmo aujourd'hui, demain, pourquoi j'irai chez l'ophtalmo? Vous aurez une machine installée dans des entreprises, dans des centres commerciaux, chez vous, d'accord, pour être capable de vous dire immédiatement, finalement, quelle est la pression de votre œil, est-ce que votre myopie a changé, pour faire une ordonnance et puis l'envoyer directement pour changer vos lunettes, d'accord. Vous n'aurez pas besoin d'aller poser une demi-journée de congé, prendre rendez-vous 2 mois en avance pour aller chez un ophtalmo pour que finalement il fasse 3 tests qui seront faciles à faire avec une machine et à un coût bien moindre. Et donc en fait ces changements à nouveau, ils posent des questions sur le marché du travail, ils posent des questions, on l'a un peu abordé, des questions éthiques. Alors des questions éthiques, elles sont à plein de niveaux différents. Si je reprends mon exemple de la voiture autonome, c'est un exemple qui est un peu galvaudé mais qui malgré tout je trouvais toujours pertinent, de savoir qu'est-ce que vous écrasez. Et cette question-là, elle est effrayante quand on la pose, mais ce qui est encore plus effrayant pour moi, c'est qu'il va falloir y répondre. C'est-à-dire que ce n'est pas une question qui est une question où on se dit « Ah, c'est marrant, la voiture autonome, on va savoir qu'est-ce qu'il faut écraser ».
un jour, on aura des voitures autonomes, il y aura des algorithmes, et quelqu'un programmera l'algorithme pour dire comment elle doit se comporter en cas d'accident possible. Et donc aujourd'hui, il y a déjà des études, d'accord, qui sont faites, et là on est bien sur des aspects éthiques et moraux, pour dire finalement, effectivement, qui est-ce qu'on doit écraser. Et un jour, à nouveau, c'est des choses qui seront codées dans une machine et qui, quelque part, que la société aura décidé d'implémenter comme étant, alors on peut dire que c'est aléatoire, comme ça peut être une des réponses, et en tout cas, il y a plein de sondages qui sont faits, il y a des études qui ont été faites par des chercheurs pour essayer de regarder finalement comment est-ce qu'on doit classifier les différentes personnes potentiellement à écraser. Et les réponses sont différentes d'ailleurs dans les différents pays et dans les différentes cultures. Donc, il n'y a pas une réponse uniforme, d'accord, et très générale. Alors, les enfants sont sauvés, d'accord, mais il n'empêche que derrière, il y a plein d'écarts différents en fonction des cultures des gens. Il y a des réflexions aussi en justice sur le fait de dire demain, est-ce qu'il faut vraiment passer devant un juge ou 3 juges ou une cour d'assises, ou est-ce que finalement il vaut mieux pas nourrir un ordinateur avec la totalité de la jurisprudence, avec la totalité des éléments de votre cas, est-ce qu'il ne sera pas finalement plus objectif et plus efficace que des gens qui vont être biaisés, auront un ressenti personnel, une histoire personnelle, qui ferait que finalement il serait moins efficace qu'un ordinateur. Et à nouveau, c'est des questions qui sont... Alors moi j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez la série Black Mirror. La série Black Mirror, c'est une série d'anticipation qui oblige à poser ces questions-là, parce que c'est des questions qui arrivent demain. D'accord ? Ce n'est pas des questions théoriques, on n'est pas dans des histoires de science-fiction. Il se trouve que le monde dans lequel on est en train d'évoluer fait que ces questions-là vont devenir des questions primordiales auxquelles il va falloir apporter des réponses. Et on l'a abordé aussi, le monde des entreprises est en train de changer de manière drastique, et ça, quel que soit le domaine de l'économie. Donc on parle des Google, des Facebook, des Amazon, donc les GAFA dans le monde occidental, des Batix dans le monde asiatique, d'accord. Ces gens-là sont en train d'être des géants, ils sont en train d'infiltrer, j'ai envie de dire, la totalité de tous les domaines de l'économie. C'est des tendances à la monopolisation de ces secteurs-là, et donc tous les secteurs de l'économie sont impactés par ces transformations. Et donc on ne peut pas rester indifférent. Et comme on ne les comprend pas, donc ça c'est mon dernier point, quand vous demandez finalement la maturité des gens, enfin je peux faire peut-être un test, si je vous dis, voilà, machine learning, à nouveau, je vais prendre du deep learning, voilà, deep learning, machine learning, est-ce que vous faites la différence? Si je vous dis blockchain, est-ce que vous faites la différence entre tout ça? Alors, il y a peut-être quelques experts, mais je pense que la plupart des gens, d'accord, ne savent pas faire la différence. C'est des noms qu'on a entendus, on sait que c'est utilisé, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne sait pas trop ce que ça va faire. Mais derrière, c'est dans votre vie de tous les jours. Donc, si vous pensez à votre téléphone, je vais faire un petit test. Si vous avez votre téléphone, d'accord, et si vous allez sur un site, n'importe lequel, vous allez recevoir des publicités, d'accord. Aujourd'hui, les gens ne le savent pas. À nouveau, il y a peut-être des gens qui font du marketing ici et qui le savent. Mais aujourd'hui, quand vous vous connectez avec un site web, par exemple, je vais sur lemonde.fr, au moment en fait où lacroix.fr, vous avez raison, lacroix.com, au moment où je me connecte, je vais recevoir une publicité, parce qu'il y a des espaces publicitaires en fait qui sont vendus. Comment est-ce que ces espaces publicitaires me sont vendus? La première chose qui est faite, c'est que la totalité de mes données, alors que ce soit sur mon ordinateur, c'est vos cookies. D'accord, mais pareil, vous avez un peu la même chose sur vos téléphones portables. Toutes ces données-là sont envoyées à des machines qu'on appelle des data management platforms. Ces machines-là vont analyser vos données. Donc moi, ils vont dire c'est un homme, 45 ans, CSP+, qui habite dans le 92, qui travaille à Paris. D'accord, et puis ils auront de toute façon toutes mes habitudes. Derrière, vont envoyer ça à ce qu'on appelle des DSP, des Demand Side Platforms, qui elles vont dire mais ce profil-là, moi j'ai des annonceurs par lesquels je suis intéressé. Donc peut-être que Renault va dire moi ce profil-là j'achète à 2 euros, Dior va dire moi ce profil-là j'achète à 3 euros, la Société Générale va dire moi j'achète à 4 euros. Donc il y a une enchère qui est en train de se positionner. La Société Générale gagne, d'accord, et donc derrière la Société Générale envoie sa publicité qui s'affiche sur mon site. Tout ça en une microseconde. D'accord ? Vous n'avez pas eu le temps de dire ouf là, vous avez fait ça. Tout ce système-là, d'accord, c'est mis en place. On vous a qualifié, on a analysé toutes vos données de navigation, tout votre historique, toutes vos données. On les a achetées via des systèmes d'enchères. Et celui qui a gagné vous renvoie la réponse. C'est pas pour faire peur, c'est juste de dire c'est le monde dans lequel on vit. Et donc derrière, on s'est dit il faut quand même contrôler un peu ça. On va mettre RGPD. Combien d'entre vous disent non à RGPD? Quand vous arrivez sur vos applications, sur vos sites internet, qui dit oui, m'embêtez pas là, il faut juste que ça marche, j'ai envie du service, je vais pas non plus lire ou je vais pas non plus dire non.
vous n'avez pas levé la main, mais je vais lever la main pour vous, on dit tous oui. D'accord ? Donc finalement, on se dit, ah bah oui, il faut qu'on soit protégé. On a mis une loi en place pour aider les protéger quelque part la vie privée. Et on est tous pareils. On dit oui, 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 on ne veut pas le savoir. Et puis derrière, quand on se rend compte de tout ce qu'on fait avec nos données, on dit, ah, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Mais donc il y a une vraie question de responsabilisation, pour moi, de l'individu, donc d'éducation aussi, d'accord, de manière à pouvoir aborder l'ensemble de ces questions-là et ensuite être capable de faire des bonnes législations et puis d'être capable d'adresser ces questions-là pour décider de la société dans laquelle on veut vivre demain. Merci beaucoup. Vous abordez des questions assez vertigineuses, mais je pense que ça va largement nourrir notre débat. Béatrice Cassin de Longueville, l'APM est une association basée sur la confiance de pair à pair, peer-to-peer. Vos membres, des PME, des dirigeants de PME, de TI, ou de grands groupes d'ailleurs, sont évidemment impactés par le numérique. Comment sauvegarder la confiance dans cette ère numérique ? Bonjour à tous, donc je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. J'ai envie de commencer par parler de confiance sans numérique. C'est quoi la confiance ? Et revenir à l'étymologie de ce mot que vous connaissez tous, cum fides. Cum c'est avec et fides c'est la foi. Donc c'est un bon endroit pour parler de la foi, c'est se fier. Ça veut dire se fier avec. Si je me fie avec, il y a quelque chose de la relation dans ce mot de confiance. Et il y a quelque chose de précieux que je vais mettre un peu en jeu dans ce avec, qui va me permettre d'entrer dans une relation de confiance, mais qui va aussi me mettre en attente de bienveillance, en attente de fiabilité, fides, et qui va me mettre en vulnérabilité vis-à-vis de la personne ou l'institution avec laquelle je me mets en relation. Donc on voit ici dans cette manière d'écrire ce mot confiance qu'il s'agit d'abord d'une vision relationnelle de la confiance. La confiance, ça appelle à une relation d'une personne à une personne, d'une personne à une institution. Et cette relation de confiance, elle est nécessaire à toute relation humaine, dans nos couples, dans nos familles. Elle est nécessaire aux entreprises, elle est nécessaire à la société, elle est nécessaire au gouvernement, on en voit ça aujourd'hui, elle est nécessaire aux institutions, à la démocratie. Donc on a un ingrédient fondamental de tout ce qui fait société. Et puis on a une autre manière de voir la confiance, qui est la notion de risque. Et c'est peut-être de ça dont on entend le plus parler quand on parle de numérique. Là, on se met à faire un rapport très rationnel entre les risques et les bénéfices. Et on va regarder finalement si le rapport est positif ou négatif. Et en fonction de ça, on va pouvoir se mettre à faire plus ou moins confiance selon qu'on peut être trahi ou pas. On peut se voir usurper des données, de l'identité ou pas. Donc ce que je voulais commencer par poser, c'est ces deux éléments de la confiance. Alors dans la confiance numérique, vous l'avez compris, on parle d'abord de la deuxième chose. On parle de la confiance rationnelle. Les mots qu'on a entendus tout à l'heure depuis le début de ce débat. On a parlé de cybersécurité, de sécurité des données, on a parlé de maîtrise des risques, on parle aussi de RGPD, donc de labels qui sont censés nous protéger d'un risque de captation de données, d'un risque qui va nous faire donc perdre quelque chose de précieux, si je reviens à la définition du mot. Donc c'est cette notion rationnelle-là qui est d'abord proposée dans la vision numérique de la confiance. Et donc c'est important de poser qu'on n'est pas dans le domaine de la relation et de la foi. On est dans le domaine de la preuve et du risque. Ce que je voulais aussi introduire comme notion, c'est la notion, et là ça me ramène à l'APM et à votre question Vincent, c'est la notion de tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est une institution, ça peut être une banque, ça peut être, c'est mon organisation, en l'occurrence l'APM, l'organisation que je dirige. C'est une institution qui crée la confiance entre des individus, entre des tiers, entre des parties prenantes. Cette notion de tiers de confiance, finalement, si vous regardez comment fonctionne Airbnb, Airbnb, c'est un tiers de confiance entre nous, entre des particuliers, pour pouvoir prêter son appartement, louer son appartement les uns aux autres. Donc on a une fonction institutionnelle de tiers de confiance qui est importante et qui existe aussi dans le côté numérique. Selon le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'institution est en perte de vitesse en matière de confiance. Aujourd'hui, je ne fais plus confiance aux institutions. Je ne fais plus confiance à l'État. Je ne fais plus confiance à mon entreprise
comme ça a pu être le cas autrefois de la même manière. Je fais confiance à ma famille, je fais confiance globalement à ma communauté. Donc cette notion de tiers de confiance, à la fois elle prend de la valeur quand elle prend vraiment du poids, mais à la fois on voit bien qu'elle va se réduire par rapport aux différentes institutions qui vont avoir du mal, hein, et c'est le problème des grands groupes, c'est le problème sans doute le vôtre, le problème du gouvernement, des institutions, de pouvoir, sur leur nom, sur qui ils sont, susciter la confiance. Donc le tiers de confiance est en perte de vitesse. Et là, je vais utiliser le gros mot de la blockchain que vous avez utilisé juste avant, Philippe. Moi, je ne suis pas technicienne, mais comme vous, Frédéric, je me forme. Je me forme beaucoup pour essayer de comprendre quelque chose à ce qui aussi peut me faire peur. Là, je reviens du CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, où on est plongé dans un univers de technologie qui peut être effrayant, mais qui est aussi très intéressant à appréhender petit à petit. Donc cette blockchain dont on parle, elle est apparue en 2008. En termes de crise de confiance, je pense que c'est une date que nous connaissons tous. 2008, la crise des subprimes, crise de confiance. À ce moment-là, il y a une technologie qui apparaît. C'est une technologie qui rencontre un besoin de société. Et quand vous avez une technologie qui rencontre un besoin de société, crise de confiance, technologie à côté, eh ben ça marche. Et donc ça se développe. Ce n'est pas la technologie qui marche, c'est le lien entre la technologie et le besoin de la société. Ça, c'est la blockchain. Et qu'est-ce que ça fait que la béotienne que je suis peut comprendre, ou que peut-être vous êtes aussi, la blockchain? C'est une technologie qui va passer à de la confiance distribuée. La confiance distribuée par rapport au tiers de confiance. Vous n'avez plus besoin du tiers de confiance. Vous vous en passez. C'est la technologie qui, par un système de cryptage sans doute extrêmement complexe, auquel ni vous ni moi sans doute ne comprenez rien, ça permet que la confiance se distribue toute seule dans le système. Et donc, on va se passer du tiers de confiance. Ça, c'est intéressant, je pense, pour comprendre en quoi la confiance dans le numérique, elle a franchi peut-être, et Philippe, vous pourrez, je parle sous votre contrôle, on a passé un cap dans ce domaine-là. Alors, ça permet de sécuriser les transactions sans l'humain, d'où toutes les questions que vous posiez sur quels emplois on va garder. Aujourd'hui, une transaction sera sécurisée de cette manière-là avec un coût inférieur de 100. On divise par 100 le coût, donc c'est énorme. Donc ça change effectivement complètement les choses. Et donc ça va nous permettre de créer de la confiance dans ce système numérique d'une manière qui sera plus technique, plus automatique, et donc plus digne de confiance que ces tiers de confiance qui font défaut. Alors, ce que je voudrais vous parler maintenant, c'est de mon organisation et en quoi ça touche une organisation très humaine comme l'APM. Parce qu'à l'APM, donc l'APM, c'est une organisation qui a été créée il y a 30 ans. Et qu'est-ce qui a fait notre succès? Nous avons aujourd'hui 8000 dirigeants dans 34 pays qui viennent une journée par mois pour apprendre ensemble, se confronter dans des petits groupes de pairs à travers le monde, aidés par un expert de tout un tas de sujets, depuis la compréhension du monde, en passant par les techniques d'entreprise, de leadership ou même le développement du dirigeant. Nous avons une maxime de création qui est le progrès de l'entreprise par le progrès du dirigeant. Autrement dit, un dirigeant qui progresse et qui se questionne et qui se forme, comme on a tous l'air d'avoir envie de le faire ici, c'est un dirigeant qui saura correctement diriger son entreprise, quel que soit le contexte, avec un impact positif sur l'humanité et sur son environnement. Donc ça, c'est notre façon de voir. Et à partir de ça, pourquoi ça marche? Ça marche grâce à la confiance. Parce que j'ai, grâce à vous et votre invitation, je me suis interrogée sur qu'est-ce qui fait que cette confiance existe, dure, dans une organisation qui grandit. Elle a commencé par une toute petite structure, on est aujourd'hui 8000, dans des cultures différentes. Cette confiance, elle existe parce qu'il y a un système de petits groupes, cooptation, taille humaine, et cooptation entre les membres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dirigeant d'entreprise, que vous voulez nous rejoindre, vous allez candidater auprès de nous ou directement auprès d'un petit groupe qu'on appelle un club. Et ce groupe va décider si oui ou non vous venez dans le groupe. Et il va le décider, chaque membre a un droit de veto. Ce droit de veto ne devant pas être motivé.
Ce droit de veto non motivé, ça veut dire que si vous ne voulez pas que le dirigeant d'à côté vienne dans votre groupe parce que vous êtes en conflit de business ou parce que c'est l'amant de votre femme, on s'en fiche. Vous ne voulez pas qu'il vienne, il ne vient pas. Ça va créer un système de confiance parce qu'on se choisit. Donc ça, c'est le premier élément. C'est la qualité de se choisir et de cooptation qui va créer cette confiance. Le deuxième élément, c'est que ça crée une qualité de relation entre les personnes et c'est cette qualité de relation qui va permettre à la confiance de durer dans le temps. Donc on revient à la confiance fondée sur la relation avec laquelle j'introduisais mon propos. Donc cette confiance, elle est aussi garantie, et là je reviens au tiers de confiance, par notre institution en tant que tiers de confiance. Notre institution, elle a, je vous ai expliqué sa finalité. Cette finalité, c'est une finalité finalement humaniste, explicite, appuyée sur des valeurs qui sont la bienveillance, le respect des personnes, l'exemplarité, etc. Donc des valeurs humanistes qui garantissent, en tant que tiers de confiance, la capacité à être en confiance. Donc premier élément, on se choisit, on se coopte. Deuxième élément, l'institution est digne de confiance, non seulement parce que nos valeurs sont ce qu'elles sont, mais parce que non seulement on les annonce, mais on les régule, on a des processus, des manières de faire qui font que nos valeurs sont régulées. Troisième élément, c'est l'expérience de la rencontre qui est faite tous les mois. Je vous ai dit que tous les mois, nous avions des rencontres. Et cette rencontre entre des personnes, ça crée de la confiance. Ça crée de la confiance par la connaissance de soi, les uns des autres. Et puis enfin, ce qui est essentiel dans cette confiance, c'est qu'on est dans la liberté. On est dans la liberté de donner ce que l'on veut dire de soi, de recevoir ce que les autres nous disent ou pas. S'il y a des choses que je n'ai pas envie de partager, je ne le partage pas dans un club. Donc avec ces 4 éléments, on crée une confiance très solide qui fait, parce qu'elle est aussi institutionnelle, qu'elle se partage entre les groupes et qu'elle crée de notre institution un tiers de confiance reconnu par toutes ses parties prenantes. Comment ça se transfère au numérique ? Aujourd'hui, nous sommes dans la transformation numérique dont vous parliez. Et nous y allons avec plusieurs éléments essentiels. Le premier élément de cette transformation numérique, c'est d'avoir repéré que c'est une transformation d'abord culturelle et de décider d'emmener tout le monde, donc de former. Donc on a beaucoup d'experts qui viennent nous former, comme le disait Philippe, pour que les dirigeants d'entreprises qui aujourd'hui sont absolument stressés, inquiets et donc ne veulent pas voir, surtout dès qu'ils dépassent la quarantaine, comme c'est mon cas, je suis à l'aise pour le dire, c'est plus difficile que pour les jeunes générations. Ces dirigeants-là, on les emmène avec nous dans cette transformation numérique en leur donnant les éléments, comme ce soir pour vous, de compréhension de ce nouveau monde qui peut nous faire peur. Et on ne veut pas perdre trop de personnes en route. Et puis on cherche à retrouver, à créer un réseau humain augmenté. Nous avons décidé de garder cette dimension humaine au cœur de la virtualisation de notre environnement. Aujourd'hui, un club se retrouve tous les mois avec un expert qui vient, qui traverse parfois le monde entier pour venir. Demain, forcément, nous aurons des offres numériques. Nous aurons des experts qui viendront, qui ne se déplaceront plus. Demain, nous aurons des gens qui seront connectés entre eux indépendamment de leurs connaissances interpersonnelles. Et ces personnes connectées entre eux, eh bien, elles vont accepter de donner leurs données parce qu'on va leur proposer de décider les données qu'elles donnent et de décider ce qu'elles veulent recevoir. Donc on retrouve cette liberté dont je vous ai parlé tout à l'heure, de décider du soi digital que l'on va mettre dans le réseau virtuel de l'APM. Et donc c'est avec d'un côté cette transformation culturelle que nous conduisons en considérant que le virtuel est absolument d'abord humain avant d'être technologique, que nous avons décidé d'engager cette transformation. Merci beaucoup. Nous sommes sur RCF au Collège des Bernardins pour parler du numérique. Peut-il nous redonner confiance avec Béatrice Castin-Longueville, directrice générale de l'association Progrès du Management, Philippe Février, patron de Veltis, un cabinet conseil en gestion de données, et Frédéric Oudéa, directeur général de Société Générale. Frédéric Oudéa, j'ai une question. La banque, le blockchain ne va-t-il pas aboutir à faire disparaître la banque classique parce que finalement, il n'y aura plus besoin de tiers de confiance?
Peut-être une remarque, et je suis tout à fait d'accord. Il y a une technologie qui existe, ou différentes technologies pour finalement valider des transactions. Alors le blockchain, c'est effectivement, comme vous le disiez, quelque chose de totalement distribué, mais qui est très souvent associé à un usage. Aujourd'hui, en tout cas, souvent, c'est associé à la cryptocurrency et en particulier au Bitcoin. Et c'est là où d'ailleurs le thème de la confiance est totalement paradoxal, et où je pense qu'il faut distinguer bien technologie et usage. Cette technologie blockchain, nous l'utilisons, nous la testons sur un certain nombre de transactions, mais dans une forme qu'on appelle, je vais entrer un tout petit peu dans la technique, Distributed Ledger Technology en anglais. C'est des réseaux distribués 2 tiers de confiance qui se mettent ensemble et qui effectivement utilisent ce type de cryptage pour permettre en permanence à ces gens qui travaillent ensemble, par exemple, vous exportez du pétrole. Vous voyez, quelqu'un veut acheter du pétrole en Afrique ou au Brésil. Il va y avoir une chaîne où ce pétrole il va être mis dans des bateaux et puis il va traverser l'Atlantique et il va arriver dans des réservoirs, etc., etc. Et puis à l'inverse, des flux financiers pour payer le pétrole à celui qui l'a produit. Vous voyez que c'est une chaîne où il y a plusieurs acteurs, plusieurs intervenants. Et au fond, par rapport à un système aujourd'hui assez archaïque de contrôle de chaque étape de cette transaction, pour vérifier que le pétrole est bien là et n'a pas disparu, et que l'argent en parallèle il arrive bien au producteur, on peut arriver en principe, dans des phases on est encore dans des phases expérimentales, à vérifier et offrir à chaque intervenant en permanence, ils sont multiples, une visibilité sur la transaction et une confiance sur la transaction. En revanche, le blockchain tel qu'il existe, avec le Bitcoin par exemple, vous ne savez même pas qui est associé. Alors ça correspond au fond à un rêve, mais le Bitcoin, il faut juste savoir, moi je me souviendrai toujours de l'article de Thomas Philippon, qui est un universitaire français aux États-Unis, qui disait le Bitcoin a un formidable avenir. On estime à peu près 100 milliards de dollars l'argent blanchi chaque année, venant de trafics divers et variés, drogue et autres. Les volumes actuels de Bitcoin sont de 15 milliards. On peut estimer effectivement qu'il y aura une augmentation très significative des volumes de Bitcoin qui vont au fond saturer les 100 milliards. Vous voyez par exemple comment peut-on à ce moment-là, non pas avoir la confiance dans la technologie, mais avoir confiance dans un usage d'une cryptocurrency qui fondamentalement effectivement aujourd'hui, en tout cas c'est tous les signaux que des tiers de confiance qui existent encore aujourd'hui, par exemple les régulateurs, ceux qui s'assurent de la protection des citoyens, qualifient de plus vaste réseau de trafic possible, ou quand tous les hackers qui attaquent vos systèmes d'information dans les entreprises vous demandent à être payés en Bitcoin. Et donc pour revenir, je pense, sur ces questions, et je voudrais aborder aussi juste une réaction à ce que disait Philippe, ce qui me frappe finalement, c'est qu'aujourd'hui, on vous projette les technologies. Dans ce monde qui est en train d'être inventé, on vous parle de blockchain, machine learning, etc. Les technologies, avec toute la difficulté de l'apprentissage, et probablement que tous, vous ne serez pas peut-être en mesure de comprendre les technologies. La question que je me pose au fond, c'est est-ce que ce n'est pas d'abord l'usage qu'on a à apprendre? Et peut-être que là aussi, il y a un apprentissage dans l'usage. Et quand je dis l'usage, ça peut être l'usage d'une application comme l'usage de la donnée. En tant que propriétaire de la donnée, faut-il que je coche aussi rapidement, effectivement on le fait tous, la page illisible accessoirement de conditions dans lesquelles on vous demande de valider sur l'utilisation de vos données personnelles? Est-ce qu'il n'y a pas au fond, parce que c'est très nouveau tout ça, une phase d'apprentissage d'abord de l'usage? Ce que je veux dire par là, c'est que les voitures deviennent de plus en plus compliquées. Et quand vous achetez une nouvelle voiture aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de vous interroger en permanence quelle est la technologie informatique de la voiture. Vous avez franchi le cap, vous êtes au fond probablement suffisamment, vous vous sentez suffisamment familier en tout cas avec les technologies, et vous n'allez pas chercher à savoir le détail de la technologie utilisée. Ce qui vous importe, c'est l'usage. On est probablement dans une phase encore, me semble-t-il, de maturité insuffisante. C'est vrai que beaucoup de gens parlent de cette révolution d'abord technologique, avec toutes les questions que ça pose, et petit à petit, il faudra qu'on revienne sur l'usage. Alors pour rester sur votre question, je pense que justement, et ça aussi c'est une des angoisses au fond sous-jacentes, est-ce que la machine va nous remplacer? Est-ce que nous allons avoir que des robots dans nos agences bancaires et plus de conseillers? Et qu'est-ce qu'on fait nous dans ce cas-là? Des questions vastes. Je pense fondamentalement d'abord, en tout cas c'est bien le modèle de banque qu'on développe, et ça touche moi je ne suis pas du tout philosophe ou capable de parler de c'est quoi la société dans 20 ans, mais je ne suis pas sûr qu'on sera dans une société qui aura évacué l'humain. Et en tout cas, le modèle de banque que l'on est en train de construire, nous, c'est un modèle à la carte.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui seront peut-être heureux d'avoir une banque accessible sans incarnation de banquier. Et typiquement, vous savez que dans notre groupe, il y a Boursorama, qui est une banque qui offre un niveau de satisfaction très élevé à ses clients, qui se sentent autonomes pour en tout cas un certain service bancaire et qui n'ont pas besoin d'aller voir quelqu'un dans une agence. Et puis il y a tous les clients probablement comme beaucoup d'entre vous, ou les chefs d'entreprise en particulier, qui se disent oui, je vais utiliser ces services numériques, peut-être pour faire du change, du blockchain, qui sera peut-être le support, mais au fond, à la fin des fins, pour faire du change, une transaction de change qui va être rapide, pas chère, etc. Mais à notre avis, qui auront encore besoin, la volonté de rencontrer un banquier. Pour des choses qui vont, avant un certain temps, en tout cas, ne pas se numériser. Quand vous avez un chef d'entreprise qui a créé, par exemple, sa PME avec un partenaire, ils possèdent chacun 50% de l'entreprise, et que le partenaire veut vendre, la question de savoir est-ce que je sais racheter, ou est-ce que vous allez me trouver quelqu'un avec lequel je vais savoir bien travailler, peut-être. Ce n'est pas des questions aujourd'hui, en tout cas, qui se numérisent si facilement. Et avant que le chef d'entreprise en question ne se tourne que vers un système informatique pour répondre, pour avoir sa réponse, à mon avis, ça prendra beaucoup plus de temps, en tout cas, que s'il s'agit juste de faire un virement ou d'optimiser tel ou tel processus. Donc je pense que nous sommes encore très très loin d'un monde où il n'y aurait plus de personnes. Et au contraire, je vois, moi, l'opportunité, c'est ce qu'on dit à nos personnels, c'est qu'on va pouvoir faire bien mieux notre travail grâce à la machine en évacuant beaucoup de tâches automatiques ou à faible valeur ajoutée pour se concentrer au maximum sur la relation. Et la relation, elle va être par contre plus exigeante. La valeur ajoutée que vous allez attendre de nos conseillers en agence va être supérieure à celle d'aujourd'hui encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous serez de plus en plus éduqués quand même vous-même. Vous aurez peut-être fait votre pré-diagnostic. Si vous voulez par exemple emprunter ou aller épargner, vous avez gagné, je ne sais pas, de l'argent, un héritage, vous dites est-ce que j'achète de l'immobilier, des actions? Peut-être que vous irez voir un système informatique pour déjà avoir des éléments de réponse. Mais je pense en tout cas que vous irez aussi, pour certains usages importants, voir quelqu'un à condition qu'il ait de la valeur ajoutée. Vous serez plus exigeant, vous serez mieux informé, donc plus exigeant vis-à-vis de nous. Donc premièrement, je ne suis pas sûr que la machine va remplacer partout l'homme. Deuxièmement, sur ce thème du travail, moi je suis incapable aujourd'hui de... Je n'ai pas vu d'études quantifiant les destructions d'emplois et les suppressions d'emplois. Et en général, surtout nous Français, on est un peu pessimistes en général structurellement. On parle plus de destruction d'emplois et on ne pense pas à ce monde qui en crée. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de compétences nouvelles, mais même quand vous pensez dans le monde dans lequel on est de sécurité, c'est vrai que je suis sûr qu'on a créé des milliers d'emplois de gens qui s'assurent de notre sécurité dans les aéroports, dans les commerces divers et variés, etc. On est quand même dans un monde dynamique où oui, il y a des emplois qui se détruisent et il y en a d'autres qui naissent de l'évolution du monde. Voilà, donc le blockchain ne va pas remplacer les banques. Le blockchain va être utilisé par les banques. Un point fondamental, et je terminerai là-dessus, c'est que c'est vrai que ce blockchain et parfois ces monnaies virtuelles, c'est vu comme une aspiration politique à remplacer les monnaies existantes. Mais là, je vais vous dire, avant que les Américains abandonnent leur dollar, qui est une arme aujourd'hui utilisée à des fins diplomatiques, économiques, on est bien placé comme d'autres pour le savoir, il va se passer du temps. Avant que les États abandonnent cette souveraineté qui est la monnaie, il va se passer énormément de temps. Et le jour, et je suis un peu grave là, le jour par exemple, si vous imaginez que le Bitcoin se développe, le jour où il y a un attentat terroriste, et que les Kalachnikov ont été financés par des bitcoins qui sera venu de je ne sais où, c'est impensable que les régulateurs et les gouvernements endossent cette responsabilité. Donc vous voyez à quel point je pense qu'on restera dans des mondes quand même, me semble-t-il, où il y aura des tiers de confiance. Ils sont, c'est vrai, menacés. Peut-être que nos démocraties, de ce point de vue, sont à risque. Mais je pense quand même que dans d'autres domaines, ces tiers de confiance, en tout cas, vont défendre chèrement leur peau. Merci. Béatrice Cassin-Longueville, Frédéric Oudéa dit que dans la banque, on va se concentrer sur la relation. Est-ce que c'est des choses qui remontent à l'APM? Ce sont des débats entre chefs d'entreprise sur ces questions? Les chefs d'entreprise, quand ils créent leur entreprise, ils commencent par faire une aventure humaine avec des personnes. Et ce qui fait qu'une entreprise fonctionne, et je crois que c'est vrai, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est que ces groupes humains en relation partent ensemble dans le monde complexe quel qu'il soit pour effectivement construire quelque chose de beau.
Et ça, je pense que ça ne cessera jamais. Aucune machine ne nous empêchera de pouvoir construire ensemble des beaux projets qui nous permettent de nous réaliser à travers ces projets. Alors certes, les chefs d'entreprise aujourd'hui sont confrontés à cette technologie qui leur arrive et à tous ces métiers qui changent, à toutes ces personnes qui ne sont pas capables aujourd'hui d'aller sur les nouveaux métiers. Quand vous avez une petite entreprise, vous avez aussi des personnes qui ne sont pas forcément formées pour pouvoir aller dans ces métiers relationnels et ces métiers de création qui aujourd'hui ne sont pas possibles à prendre en charge par la machine. Donc là, la question du développement des personnes et de l'accompagnement qui se situe au niveau des chefs d'entreprise, je pense qu'il se situe aussi au niveau de toute la société. Certes, on a la capacité à se débarrasser des travaux rébarbatifs, répétitifs, fatigants grâce à des robots, grâce à des technologies. Certes, nos hommes et nos femmes, nous-mêmes, nous pouvons faire ces métiers relationnels, comme vous venez de l'expliquer pour la banque, et comme c'est vrai de la plupart des entreprises, et que les groupes de créativité d'ordinateurs ne sont pas nés encore aujourd'hui. Pour autant, l'accompagnement culturel et la transition sociale que cela nécessite est au cœur des enjeux des chefs d'entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'il est essentiel, face à ces transitions technologiques, d'abord de parler de transition culturelle et humaine pour que les chefs d'entreprise se réapproprient le sujet, parce que ça, c'est leur métier, et ça, ils savent le faire. Philippe Février, on va réussir à sauvegarder l'humain? Moi, j'en suis persuadé. Hein. Je suis complètement en ligne avec... en fait, on est juste en train de faire une autre révolution technologique, mais on en a déjà vécu. Hein. Si on regarde la révolution industrielle, les questions que les gens se posaient, c'est exactement les mêmes que les questions qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que la machine va remplacer l'humain? Ils se posaient la même question. Hein. Le jour où on a remplacé tous les gens qui étaient avec leur chariot, là, parce qu'il y avait des trains à vapeur qui arrivaient, je peux vous dire que les gens disaient « Oh là là, la machine va remplacer ». On est en train d'industrialiser l'ensemble de l'écosystème, et c'était exactement les mêmes sujets qui étaient en train de se positionner. Et donc aujourd'hui, moi, je suis pas du tout... je ne crois pas du tout à une société dans laquelle en fait, le robot ou l'intelligence artificielle a remplacé l'homme. Je pense qu'en fait, on est devant une révolution industrielle, que cette révolution industrielle elle va avoir des changements très profonds sur les sociétés, et donc que l'homme, quelque part, il va falloir qu'il s'adapte, qu'il change, qu'il se transforme. Mais je ne crois pas du tout au fait qu'on va être remplacé par des robots. Hein. Je veux dire, l'homme, aujourd'hui, il faut aussi... Il y a beaucoup de fantasmes sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on n'est pas dans une société, et on en est très très loin, d'accord ? Ça n'existe pas des robots qui seraient intelligents et qui se mettraient à inventer des choses tout seuls. Je veux dire, aujourd'hui, la puissance des intelligences artificielles, c'est, je vais reprendre l'exemple d'Hugo, puisque c'était un exemple sur lequel on pensait que l'homme, par exemple, allait dominer la machine pendant très longtemps. C'est un jeu très compliqué. Aujourd'hui, avec ces nouveaux algorithmes, en quelques heures, on est capable d'entraîner un ordinateur qui écrase le champion du monde de Go. Et donc, on ne peut pas battre la machine sur ce domaine-là. Il n'empêche que cette machine-là, la seule chose qu'elle sait faire, c'est jouer au Go. D'accord ? Pas une machine qui est hyper intelligente et qui va tout inventer. Elle n'invente rien. On l'a entraînée pour jouer au Go. Elle joue mieux au Go que nous. OK. D'accord ? Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est que sur un certain nombre d'activités qui sont des activités finalement qui peuvent être un peu répétitives, on va être capable de remplacer une partie de notre travail par ces intelligences artificielles. Mais on réinventera d'autres domaines, tous les domaines de services dont on est en train de parler, toutes les interactions sociales qu'on vit et qui font partie, j'ai envie de dire, de ce qu'est l'homme. Tout ça, ça va évidemment pas disparaître et on sera capable de se réinventer. Donc moi, je ne crois pas du tout à une société dans laquelle l'homme boit des pizzas, mange des pizzas et boit des bières toute la journée en se demandant ce qu'il a à faire parce que les machines sont en train de travailler pour nous. Hein. Ça, c'est pas du tout le monde dans lequel on vivra. Tout simplement parce que c'est pas comme ça que fonctionne l'homme. L'homme, il va inventer des nouvelles choses et il y a des domaines qu'on va laisser à la machine parce que la machine les fait mieux que nous. Et puis nous, on va se repositionner dans des domaines où là, pour le coup, notre intelligence a une valeur ajoutée. Et donc, je ne crois pas du tout à un domaine dans lequel on disparaît.